Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur LCP. Faut-il accorder le droit de vote aux étrangers pour les élections municipales? C'est la question du jour. Un véritable chiffon rouge qui agite le débat politique depuis de nombreuses années. Nous sommes en 1999, au tournant du siècle. Les Verts de l'époque déposent une proposition de loi pour étendre ce droit qui est déjà accordé aux ressortissants de l'Union européenne qui résident en France. La proposition de loi, portée à l'époque par Noël Mamère, est adoptée par l'Assemblée nationale. Mais le Sénat ne la vote pas. Résultat, ce texte dort comme ça dans la navette parlementaire pendant 26 ans. Jusqu'à ce mois de janvier 2026, il est exhumé par les députés écologistes, les héritiers des Verts de l'époque, et porté par la députée Léa Balaj El Mariki, qui reprend donc le combat de Noël Mamère. Le texte que nous examinons aujourd'hui est une proposition de loi constitutionnelle assez simple dans son objet, mais profonde dans sa portée. Accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales à l'ensemble des résidents qui vivent dans nos communes. Des millions de femmes, d'hommes vivent, travaillent, élèvent leurs enfants, s'engagent dans la vie associative, participent au conseil de quartier ou au conseil de classe. Leur présence dans chaque commune détermine le montant de la dotation globale attribuée et même le nombre de conseillers municipaux et d'adjoints. Pourtant, lors des prochaines élections municipales, ils ne pourront pas participer aux choix qui concernent cette vie locale quotidienne. Depuis la révision constitutionnelle de 1992, la question du droit de vote local ne repose plus exclusivement sur la nationalité française, mais également sur une citoyenneté de résidence, puisque l'article 88-3 de la Constitution ouvre le droit de vote et d'éligibilité aux résidents communautaires aux élections municipales. Mais cette citoyenneté de résidence demeure imparfaite. Elle introduit ainsi une différence de traitement fondée non sur la durée de résidence, mais plutôt sur la nationalité, sur l'origine des personnes. Les Espagnols ou les Polonais peuvent voter après quelques semaines de résidence en France, tandis que les Marocains, ou désormais les Britanniques, ne le peuvent pas, parfois après des décennies de présence légale sur notre territoire. L'épisode du Brexit a révélé la fragilité du dispositif actuel. Près de 800 ressortissants britanniques, élus conseillers municipaux, ont perdu leur mandat en 2020, remettant en cause leur implication dans la vie de leur commune. Il faut le dire clairement, le lien actuellement quasi exclusif entre nationalité française et droit de vote aux élections politiques ne correspond pas à l'histoire de notre République. Les premières expériences constitutionnelles issues de la Révolution française reposaient sur une conception beaucoup plus universaliste de la citoyenneté, fondée notamment sur le domicile et la participation à la communauté civique. Dès 1792, des étrangers comme Thomas Paine étaient élus à la Convention. Cela ne correspond pas non plus à notre universalisme. Camus disait justement que pour préserver la société nationale, il faut l'ouvrir sur une perspective universelle. Enfin, la citoyenneté, ce n'est pas l'appartenance à l'État, contrairement à la nationalité, mais bien une relation d'individu liée à une communauté de destin, ici locale. En d'autres termes, la nationalité répond à la question « qui suis-je ?», tandis que la citoyenneté s'attache à la question « que faire ensemble ?». C'est au XIXe et au XXe siècle que la citoyenneté s'est progressivement nationalisée, de telle sorte qu'aujourd'hui, la participation à la vie politique est conditionnée essentiellement à la nationalité française. Au-delà de l'exclusion d'une citoyenneté de résidence, cette exigence est d'autant plus problématique que l'accès à la naturalisation s'est progressivement complexifié, tant dans ses conditions que dans ses procédures. Certains estiment que les résidents qui souhaitent voter peuvent être naturalisés pour participer aux élections. Mais c'est oublier que certains États interdisent la double nationalité. Je pense ici à la Chine, à l'Inde ou au Cameroun. Si j'étais résidente à l'étranger depuis de nombreuses années, je ne voudrais pas d'ailleurs abandonner ma nationalité française pour décider des conditions de vie et d'enseignement de mes enfants. C'est pourtant le dilemme auquel aujourd'hui sont confrontés certains résidents étrangers en France. Je voudrais en revenir au dernier paradoxe de notre droit. Depuis le 1er janvier 2026, un examen civique, un examen de citoyenneté en somme, est demandé pour obtenir une carte de séjour ou de résident.
Nous demandons à des résidents de montrer des connaissances attendues d'un citoyen sans pour autant leur permettre d'exercer les droits politiques attachés à cette citoyenneté. Dans ce contexte, des centaines de milliers d'étrangers se trouvent de facto relégués aux marges de notre démocratie. Cette situation est encore plus frappante pour les exilés, puisque l'exil n'est pas seulement géographique, il est souvent politique. Être privé en France de droits politiques déjà perdus dans le pays d'origine est vécu comme une seconde exclusion. Je veux vous faire part d'un témoignage d'un des élus du Parlement des exilés que j'ai auditionné vendredi dernier. Tidiane, un exilé guinéen, qui en 2020, lors des élections municipales, s'est porté volontaire comme assesseur dans son bureau de vote. Toute la journée, il a permis à des centaines de personnes d'exercer leur droit de vote. Et pourtant, lui n'a jamais pu voter. Il a fait vivre la démocratie sans pouvoir y participer. Voilà l'injustice concrète à laquelle nous pouvons aujourd'hui mettre fin. Ce choix a été fait dans un grand nombre de pays européens. De nombreux pays, l'Irlande à la Suède, en passant par les Pays-Bas ou la Belgique, ont ouvert le droit de vote aux élections locales, pas seulement pour les Européens, mais pour toutes et tous, sans que leur souveraineté nationale en soit affaiblie. Plus récemment, c'est le Luxembourg, le Pays de Galles ou l'Écosse, suite au Brexit, qui ont fait ce choix. Ces exemples européens nous enseignent également qu'il n'y a aucun vote communautaire ou d'influence étrangère, comme je l'ai lu dans des amendements de suppression déposés. Les travaux de sociologie électorale démontrent plutôt que ce droit de vote renforce la participation globale de 4 à 5 points. Elle renforce également la participation des descendants d'immigrés, qui est bien plus faible dans les pays où les étrangers ne peuvent pas voter aux élections municipales. Cela n'est guère surprenant puisque leurs parents n'ont jamais pu voter, n'ont jamais pu amener leurs enfants voter avec eux. Mettre le bulletin dans l'urne comme nous lisions, autorisons souvent en tant que président de bureau de vote pour faire vivre cette éducation à la citoyenneté. Le texte que nous examinons aujourd'hui ne surgit pas de nulle part. Il s'inscrit dans un débat structurant, porté depuis des décennies, notamment par les écologistes et déjà adopté une première fois à l'Assemblée nationale en 2000 sur le rapport de Noël Mamère. Et je voudrais dire ici toute mon émotion de porter devant vous l'héritage d'un engagement humaniste, d'un engagement pour l'égalité qui a su convaincre au-delà de nos rangs. Je pense à Nicolas Sarkozy, à Éric Besson ou encore Jean-Pierre Raffarin, sans oublier Jacques Chirac, qui était favorable alors que les temps politiques étaient aussi sombres que ceux que nous traversons. Et comme souvent, la société est en avance sur nos débats qui durent depuis 26 ans. 66% des Françaises et des Français sont favorables à l'octroi du droit de vote aux résidents non européens à toutes les élections locales. Ce sondage est effectué chaque année et ce taux est en constante progression depuis 2014. Ce soutien dépasse les clivages politiques. 71% des sympathisants du bloc central y sont favorables, tout comme 45% des sympathisants des Républicains. Plus tôt dans la matinée, vous avez été nombreux à avoir exprimé le souhait de consulter directement les Françaises et les Français lorsqu'est révisée notre Constitution. Eh bien, cette proposition de loi constitutionnelle que nous examinons aujourd'hui nous offre une opportunité historique. Si nous l'adoptons conforme, cette proposition de loi va déclencher l'article 89 de notre Constitution qui prévoit un référendum sur la question. Ce sont donc nos concitoyens qui, in fine, trancheront cette question et je leur fais confiance. Il est temps que nos concitoyens puissent se prononcer directement sur cette avancée démocratique afin de permettre à l'ensemble des résidents de prendre pleinement part aux décisions qui les concernent dans leur commune. Non loin de nous, trône Montesquieu, qui écrivait dans l'esprit des lois l'amour de la République dans une démocratie et celui de la démocratie. L'amour de la démocratie et celui de l'égalité. Je vous remercie. Merci. Nous en venons aux orateurs des différents groupes et nous débutons par Thibault Monnier pour le Rassemblement national et pour 4 minutes. Merci Monsieur le Président, chers collègues. La proposition de loi constitutionnelle qui octroie le droit de vote aux étrangers aux élections municipales aux étrangers non européens témoigne de l'absolue détermination des écologistes à vouloir araser le pacte national et priver les citoyens français de leurs derniers privilèges démocratiques. Décider chez eux ce qui est bon pour eux. 26 années se sont écoulées depuis que le premier texte fut présenté par l'ancien député Noël Mamère en 1999.
26 ans plus tard, notre collègue député Léa Balaj-El-Mariki tente péniblement de l'exhumer pour marcher dans le pas de son ancien mentor, espérant peut-être faire son entrée dans la douloureuse histoire du délitement national. Car en 26 années, ce qui était perçu comme une idée généreuse, censée selon la gauche morale abolir une discrimination jugée insupportable, est aujourd'hui légitimement perçu comme le cheval de Troie des ingérences étrangères et un coup de boutoir contre notre cohésion nationale. Au passage, permettez-moi de relever, non sans ironie, une contradiction tellement symptomatique de la schizophrénie de la gauche française. D'une main, vous accordez le droit de vote aux élections locales à des étrangers non européens à peine arrivés sur le sol français, mais de l'autre, vous refusez que ce droit soit accordé à des milliers de Français qui résident durablement dans le territoire français de la Nouvelle-Calédonie. Allez comprendre. Quand l'on parle du droit de vote des étrangers, il n'est pas seulement question de rappeler ici le lien indéfectible entre le droit de vote et la citoyenneté française, pourtant consacrée à l'article 3 de la Constitution, mais aussi de protéger les intérêts fondamentaux de la nation face aux ingérences étrangères. Rendez-vous compte, si cette proposition de loi était adoptée, le droit de vote serait accordé à près de 4,4 millions d'étrangers non européens, et cela dans un contexte où la France devient la cible d'ingérences étrangères orchestrées par des États qui manipulent leur diaspora. Oui, Madame la députée, au moment même où la France subit sur son sol de multiples ingérences de la part du régime algérien de M. Tebboune, vous voulez accorder le droit de vote aux élections municipales à près de 700 000 étrangers algériens. Quel sens du timing, à l'heure où une note du contre-espionnage français révélée par un reportage de complément d'enquête documente des opérations d'ingérence orchestrées par des services secrets algériens auprès d'élus municipaux binationaux ou d'origine algérienne. Selon l'une de ces élus, victime d'une tentative d'intimidation après l'inauguration d'une plaque commémorative en l'hommage à une personnalité d'origine kabyle, je la cite, « Il y a énormément d'élus locaux qui ont été approchés par les consulats algériens. On va rappeler à ces élus qu'ils sont les enfants de l'Algérie et qu'ils ont un devoir vis-à-vis de l'Algérie. » Qu'en sera-t-il, madame, si demain, à cause de votre proposition de loi, Alger puisse désormais compter sur le vote de 700 000 de ses ressortissants? Pensez-vous que cela renforcera la cohésion nationale? Je pourrais continuer en prenant comme autre exemple la volonté assumée du régime d'Erdogan d'utiliser la diaspora des 700 000 résidents turcs en France comme un levier puissant d'influence pour promouvoir l'islam politique de Miligorus ou leurs intérêts hostiles aux Kurdes et aux Arméniens. Nous savons depuis la création du parti Égalité et Justice que la Turquie cherche à déployer un entrisme à l'échelon politique local, notamment dans des territoires où la diaspora est fortement implantée. Madame la députée, pensez-vous sérieusement que dans ce contexte, il soit judicieux d'accorder le droit de vote aux élections municipales à plus de 300 000 étrangers turcs, dont la plupart sont des soutiens affirmés du président Erdogan? Pensez-vous que cela renforcera ou bien affaiblira la cohésion nationale? Pour nous, la réponse est très claire. Accorder le droit de vote aux étrangers, c'est brader la citoyenneté française et c'est affaiblir durablement les intérêts fondamentaux de la nation. Pour toutes ces raisons, le groupe Rassemblement National et ses alliés Identité Liberté voteront contre cette proposition de loi constitutionnelle qui rencontre une opposition nette d'une majorité de Français. Je vous remercie. Merci. La parole est à Guillaume Kasbarian pour le groupe Ensemble pour la République. Monsieur Monnier, votre micro, s'il vous plaît. Pardon. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. Ce texte n'est pas un texte technique, c'est un texte idéologique et c'est précisément pour cela qu'il nécessite une réponse politique claire. En France, le droit de vote n'a jamais été un droit d'usage. Ce n'est pas un droit attaché à la résidence, ce n'est pas un droit attaché à la simple présence sur le territoire, c'est un droit politique au sens le plus exigeant du terme. Dans la tradition libérale et républicaine française, de Benjamin Constant à Alexis de Tocqueville, une idée est constante. La participation à la souveraineté ne se réduit pas à la jouissance de droits individuels. Elle suppose une appartenance assumée à une communauté politique, à des devoirs, à un engagement. Voter, ce n'est pas simplement exprimer une opinion, c'est participer à l'exercice de la souveraineté nationale. Or, cette souveraineté n'appartient pas aux résidents d'un pays, elle appartient au peuple français. Depuis la Révolution de 1789, la République repose sur un principe simple et cohérent. La citoyenneté fonde le droit de vote et non l'inverse. C'est cette clarté que ce texte cherche à brouiller. On nous explique qu'il faudrait dissocier citoyenneté et nationalité, que la résidence suffirait, que l'ancrage local suffirait, que la contribution économique suffirait. Mais posons la question franchement. Qu'est-ce qu'être citoyen si ce n'est plus un choix politique? La citoyenneté n'est pas une situation de fait, ce n'est pas un état passif, c'est un engagement réciproque entre un individu et la nation. Alexis de Tocqueville l'avait montré avec une grande lucidité, la démocratie ne tient pas seulement par des droits formels, mais par l'existence d'un corps politique conscient de lui-même, partageant des règles, une histoire et un destin commun.
On nous oppose souvent l'exemple des ressortissants européens, mais chacun ici sait que la comparaison est trompeuse. Les citoyens européens votent aux élections municipales non pas en vertu de la résidence, mais en vertu d'une citoyenneté européenne fondée sur des traités, sur la réciprocité et sur une souveraineté volontairement partagée entre États. Ce n'est pas une citoyenneté de résidence, c'est une citoyenneté politique. Et puisqu'il est question de cohérence politique, parlons-en, Madame la rapporteure. À plus de 16 000 km de cette salle, il existe un territoire français, la Nouvelle-Calédonie. Un territoire où des Français de nationalité française, parfois nés sur place, parfois installés et résidant sur place depuis plus de 20 ans, n'ont pas le droit de vote aux élections locales. Ils remplissent pourtant deux critères, la nationalité et la résidence, et pourtant, votre groupe, Madame la rapporteure, refuse de leur reconnaître ce droit de vote. Alors la question est simple, pourquoi ce que vous défendez en métropole au nom de la résidence, vous le combattez en Nouvelle-Calédonie? Pourquoi ce principe serait-il progressiste ici et dangereux là-bas? Ce paradoxe fragilise profondément votre raisonnement. J'en viens maintenant à un point que ce texte laisse entièrement dans l'angle mort. Rien dans sa rédaction ne conditionne l'exercice du droit de vote à une résidence régulière sur le territoire français. Que se passerait-il alors dans des territoires comme Mayotte, où l'immigration irrégulière est massive, où les équilibres démographiques, sociaux et institutionnels sont déjà extrêmement fragiles? Proposer une réforme constitutionnelle sans répondre à cette question élémentaire, est-ce vraiment responsable? On nous dit enfin, ils vivent ici, ils travaillent ici, ils payent des impôts ici. Mais Frédéric Bastiat nous mettait précisément en garde contre cette confusion. Lorsque les droits politiques deviennent la contrepartie d'intérêts matériels, la démocratie cesse d'être un principe et devient un instrument. La République française n'a jamais confondu contribution économique et souveraineté politique. Sinon, la démocratie devient un marché. Ce n'est pas notre modèle, ce n'est pas notre histoire, ce n'est pas la France. Nous faisons un autre choix, le choix exigeant mais cohérent de l'accès à la nationalité française, le choix de l'assimilation par la citoyenneté pleine et entière. En France, le droit de vote est un acte grave, un acte fort, un acte qui engage la nation, et nous voulons qu'il le reste. Et c'est pour cela que le groupe Ensemble pour la République votera contre cette proposition de loi constitutionnelle. Je vous remercie. Merci. La parole est à Gabriel Catala pour le groupe La France Insoumise. Merci, Président, collègues, rapporteurs. J'introduirai le droit de vote des étrangers aux élections locales, sans rien craindre pour notre citoyenneté, pour la cohésion du pays, en mettant de côté les peurs, les frilosités et les conservatismes. Je vous cite volontairement et avec le plus grand plaisir François Hollande, lors de son discours du Bourget en 2012, lui qui avait promis d'accorder le droit de vote aux étrangers non ressortissants de l'UE aux élections municipales, un renoncement parmi tant d'autres. Car cela fait 40 ans que cette belle idée démocratique soutenue par 67% des Français est reportée à plus tard et 25 ans que cette révision constitutionnelle proposée dès 1999 est votée pour la première fois en 2000 et bloquée entre l'Assemblée et le Sénat. La France est bien en retard par rapport à ses voisins. Elle fait malheureusement partie des 11 pays opposés au droit de vote des étrangers hors UE. À l'inverse, 14 pays européens, dont l'Irlande, la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suède et la Hongrie, ont progressivement autorisé le droit de vote, voire d'éligibilité, après une durée de résidence qui oscille entre 2 et 8 ans. Pourtant, en France, une certaine catégorie d'étrangers peut déjà voter aux élections municipales, les étrangers issus de l'Union européenne qui ont voté pour la première fois aux élections en 2001. Pourquoi donc tant de réticence à étendre pour tous les étrangers un droit appliqué depuis 34 ans pour 26 États ? Comment justifier que dans une même cage d'escalier, un même village, une même ville, un étranger ressortissant de l'UE puisse voter, mais pas son voisin asiatique, africain ou américain ? Cette discrimination entre étrangers européens et extra-européens convient bien à l'extrême droite et à la droite extrême. Quand le sujet est revenu en 2022 via une proposition de loi, ils parlaient de provocation et de faute. Ils affirmaient comme Bardella que ce serait une dépossession finale des Français de leur pays, bref, la haine pour seul horizon. C'est une position d'idéologue, coupée des réalités de la vie de tous les jours. Car la réalité, c'est que les résidents étrangers sont déjà des membres de la communauté nationale. Ils sont déjà des citoyens dans l'entreprise, ils peuvent se syndiquer, ils votent aux élections professionnelles, ils cotisent pour la Sécu et la retraite. Les étrangers sont déjà des citoyens en tant qu'usagers des services publics. Ils participent par exemple à la communauté scolaire en tant que parents d'élèves, à égalité avec les parents français. À l'échelle locale, les étrangers contribuent déjà au conseil de copropriété, au conseil de quartier et à la vie associative. Mais l'extrême droite et ses partenaires refusent qu'ils participent à la représentation politique de leur commune parce qu'ils n'ont pas une conception républicaine de la citoyenneté, mais ethnique. Quand vous refusez à l'extrême droite le droit de s'exprimer à des gens qui contribuent de fait à la France, à des gens qui sont des citoyens de fait sinon de droit, que faites-vous sinon discriminer les résidents selon leur origine ?
Je crois qu'il faut là revenir à la racine de notre République, fidèle au contrat social de Rousseau. La première République accordait la citoyenneté à tout étranger qui, domicilié en France depuis une année, y vit de son travail ou acquiert une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard. Pourquoi ? Parce que les constitutions de 1793 comprenaient que la France était un corps politique et non ethnique, et qu'on y adhérait en participant au bien public et non par la chance d'être né au bon endroit. Le constat que nous allons malheureusement de nouveau faire ce matin et que nous faisons depuis tout à l'heure, c'est que de prétendus républicains vont utiliser de moultes arguments malhonnêtes pour échapper aux principes de la République, les principes de la République humanistes, intégrateurs, égalitaires, qui n'ont rien à voir avec vos éléments de langage pour faire passer des idées et des lois xénophobes. Il est par conséquent regrettable de constater que la France n'est pas le pays qui applique le mieux le programme de la République française. Aux Pays-Bas, les étrangers peuvent voter et être élus aux élections locales depuis 1986. En Belgique, au Danemark, en Suède, en Estonie, en Lituanie, ils peuvent voter après 5 ans de résidence. En Irlande, le droit de vote aux étrangers aux élections locales est exactement égal à celui des Irlandais, et ce depuis 1963. Même la Hongrie de Viktor Orban n'a pas remis en cause le droit de vote aux élections locales des étrangers. Collègues, renouons avec notre idéal républicain en reconnaissant que ceux qui participent à la vie de la commune doivent aussi pouvoir choisir leurs représentants. Merci. La parole est à Colette Cadevielle pour le groupe socialiste. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers et chers collègues. Cette proposition de loi est un texte de choix politique. Depuis 25 ans, il avance à la vitesse d'une tortue tétraplégique, de navette en navette, non pas parce qu'il serait mal écrit, mais parce qu'il poserait un problème juridique, ni parce qu'il poserait d'ailleurs un problème juridique, mais parce qu'il pose une question simple et profondément politique. Quels êtres humains font partie de la communauté démocratique locale ? En 1999, quand cette proposition de loi est déposée, la gauche gouverne et assume complètement d'élargir les droits. Elle croit dans la force intégratrice de la République. Elle croit que la citoyenneté ne se divise pas, qu'elle se construit par la participation, par l'engagement et par la vie commune. 25 ans plus tard, le paysage politique a bien changé. Les idées de l'extrême droite ont infiltré le débat public qui s'est bien durci. À force de reculer, à force de renoncer, de s'excuser presque de défendre l'égalité, on a fini par laisser croire que reconnaître des droits nouveaux constituerait finalement une menace. C'est ce que vient nous dire le RN aujourd'hui. Or, ce texte, il dit exactement l'inverse. Il ne parle ni de nationalité, ni de souveraineté nationale, ni d'élection nationale. Il parle juste de démocratie locale, de communes, de quartiers, de services publics, d'écoles, de transports, de crèches, de logements. Il parle de femmes et d'hommes qui vivent ici, qui travaillent ici, qui élèvent leurs enfants ici, qui paient des taxes, qui paient des impôts ici, qui participent à la vie associative, syndicale, culturelle de nos villes, mais à qui on refuserait le droit le plus élémentaire, seulement celui de voter là où ils vivent. Ce droit est strictement encadré, limité aux élections municipales, sans accès aux fonctions exécutives locales, sans aucune incidence sur les élections sénatoriales. Il n'enlève rien à personne, il n'ôte rien à personne, il ajoute simplement de la démocratie. Contrairement à ce que certains voudraient faire croire, la France, là, n'invente rien. Dans une grande partie de l'Europe, ce droit existe déjà et depuis de nombreuses années. Ce droit de vote, d'ailleurs, dans tous les autres États européens dans lesquels il est possible, n'a rien fragilisé, ni les institutions, il n'a pas menacé la cohésion nationale, il a juste permis à davantage d'habitants de se sentir reconnus, de se sentir intégrés, de se sentir responsables et enfin un peu légitimes. Alors, pour ce qui concerne le groupe socialiste et apparenté, nous refusons l'idée d'une citoyenneté qui exclut, qui soupçonne et qui hiérarchise les habitants selon leur origine. Bon, pour toutes ces raisons, le groupe socialiste soutient ce texte et appelle à lui donner enfin, je dis bien enfin, la suite politique et démocratique qu'il mérite depuis un quart de siècle. Merci. La parole est à Elisabeth Demestre pour le groupe Droite Républicaine. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la rapporteure. Nous examinons aujourd'hui un vieux projet tombé dans les oubliettes de l'histoire depuis bien longtemps, qui vise à ouvrir le droit de vote aux élections locales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne. Cette idée figurait déjà dans le programme de François Mitterrand en 1981 et qui n'a naturellement jamais tenu sa promesse, ce texte s'opposant à un principe constitutionnel fondamental,
Affirmé depuis la Révolution française, le droit de vote est indissociable de la nationalité. Le droit de vote n'est pas un simple outil de participation locale, il est l'expression directe de la souveraineté nationale. Or, l'article 3 de notre Constitution est sans ambiguïté. Je le cite, la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Cette souveraineté ne peut être dissociée de la citoyenneté, elle appartient aux citoyens et à eux seuls. Notre jurisprudence constitutionnelle est constante sur ce point. Dans sa décision du 9 avril 1992 relative au traité de l'Union européenne, le Conseil constitutionnel a jugé la participation des étrangers aux élections municipales incompatible avec les articles 3, 24 et 72 de la Constitution, interprétés de manière combinée. Il en a déduit que seuls les nationaux français disposent du droit de vote et d'éligibilité pour la désignation de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale, notamment les conseillers municipaux. Le traité de Maastricht, quant à lui, a conduit la France à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales françaises aux citoyens de l'Union européenne. Cette extension repose sur la citoyenneté européenne et la réciprocité entre États membres. Ouvrir le vote aux étrangers reviendrait à rompre avec un principe essentiel qui est l'unité du peuple souverain. La République ne reconnaît pas des souverainetés partielles, des citoyennetés à géométrie variable. Elle repose sur un corps civique unifié, fondé sur l'appartenance à la nation. Les communes ne sont pas de simples espaces administratifs et ne méritent pas des élections secondaires. Cette proposition de loi repose sur une idée qui paraît séduisante au premier abord, mais qui est profondément trompeuse. Elle tente à faire croire que le droit de vote serait un outil d'intégration. En réalité, elle inverse totalement la logique républicaine. Dans la tradition française, on ne devient pas citoyen par un bulletin de vote. On le devient par un parcours d'intégration exigeant. Apprendre le français, respecter les lois de la République, adhérer à la laïcité, à l'égalité entre les femmes et les hommes, accepter un cadre commun et une histoire partagée. On ne s'intègre pas parce qu'on a le droit de voter, on a le droit de voter parce qu'on s'est intégré. La citoyenneté est un aboutissement et non pas un préliminaire. Fustel de Coulanges disait que les hommes sentent dans leur cœur qu'ils sont un même peuple lorsqu'ils ont une communauté d'idées, d'intérêts, d'affections, de souvenirs et d'espérances. Voilà ce qui fait la patrie. Dire que le droit de vote fait l'intégration, c'est confondre le symbole et la réalité. L'intégration ne se décrète pas dans un isoloir, elle se construit à l'école, par le travail, par l'effort, par le respect des règles communes. Accorder des droits politiques avant même que ce processus ne soit accompli, c'est envoyer un mauvais message. L'adhésion à la nation ne serait plus nécessaire pour participer à la décision publique. Mes chers collègues, la République offre déjà un chemin droit, exigeant et juste, c'est celui de la naturalisation. C'est le cadre républicain qui permet à celles et ceux qui le souhaitent de rejoindre pleinement la communauté nationale et d'accéder à l'ensemble des droits civiques. Ce processus n'est pas une barrière arbitraire, c'est un engagement réciproque, une adhésion, un destin commun. Je veux également souligner une incohérence majeure de cette proposition qui ne prévoit pas de principe de réciprocité. Autrement dit, la France accorderait un droit politique fondamental sans exiger que nos compatriotes bénéficient des mêmes droits dans les pays concernés. Une telle asymétrie interroge, tant sur le plan diplomatique que sur le plan du bon sens républicain. Pour toutes ces raisons et au nom de la souveraineté nationale, de l'unité du peuple français et du cadre républicain que constitue la naturalisation, le groupe de la droite républicaine s'opposera à cette proposition de loi constitutionnelle. La parole est à Pouya Amir Chahi pour le groupe écologiste et social. Merci, Monsieur le Président. Bon, je crois que notre rapporteur, Léa Balagel-Mariki, a tout dit ou presque, et l'appui apporté par Mesdames Catala et Capdevielle est venu, je crois, nourrir les arguments nécessaires en faveur d'une telle avancée démocratique qui, sans doute, constituerait une avancée révolutionnaire, selon moi. Mais contrairement à ce qui a été dit, dans la pleine fidélité aux principes de 1789 et 1793, dont nous sommes les dépositaires et pas les adversaires, Madame la députée. Au cœur de cet engagement, pris par la gauche il y a longtemps, rejoint par des figures de droite, ça a été rappelé, il y a cette idée d'une citoyenneté réelle, non pas théorique, idéologique, mais réelle, de proximité, qui se traduit déjà dans l'engagement associatif, qui se traduit déjà dans les élections professionnelles et étudiantes, où le droit de vote et d'éligibilité existe déjà, qui se traduit aussi par le même type d'exercice reconnu légalement par les parents d'élèves, qui non seulement vivent dans leur commune, amènent leurs enfants, mais votent pour désigner les délégués qui vont ensuite
délibérer entre eux lorsqu'il y a des soucis dans l'établissement ou des projets à améliorer. Donc, cette réalité-là, elle s'incarne. Et on arrive dans des situations complètement ubuesques où, par exemple, je crois que l'exemple a été cité tout à l'heure par Léa Balagel-Mariki, l'exemple de Tidiane Diallo, que nous avons effectivement auditionné dans le cas, lorsque nous avons rencontré le Parlement des exilés. Figurez-vous qu'il participe pendant 2 jours en tant qu'assesseur à l'organisation d'un scrutin. Il permet le vote de dizaines de milliers de nos compatriotes dans leur élection locale, mais lui n'a pas le droit de vote. On se retrouve dans des situations totalement ubuesques et insensées, et qui, je crois, nourrissent même une forme de violence institutionnelle à l'égard de nombreux de nos compatriotes qui pourtant s'activent ici et vivent ici. Et je voudrais dire à M. Kasbarian, qui a évoqué tout à l'heure de façon très théorique, enfin une théorie qui lui est tout à fait propre, ce que serait selon lui la citoyenneté. Il se trouve qu'il y a, selon moi, beaucoup plus de pertinence, de justice et de cohérence républicaine à accorder le droit de vote aux élections locales à des personnes qui vivent ici, qui payent leurs impôts, qui ramassent nos poubelles, qui ramènent nos enfants à l'école en conduisant les bus et qui s'illustrent par une citoyenneté effective de bien d'autres manières, plutôt qu'à quelques Français détenteurs de la nationalité française, mais qui sont des exilés fiscaux et qui ne contribuent en rien à leur pays, voire même fuient l'essentiel de leurs obligations. L'intégration se fait par le vote, oui. J'en ai cité des exemples tout à l'heure dans la vie professionnelle et quotidienne, mais je pense qu'il y a, au-delà de ces réalités déjà éprouvées, qui sont des démonstrations, une réflexion à avoir. C'est que il y a un modèle parental qui est important. Lorsque vous avez des millions d'étrangers en France, dont les enfants sont français, mais qui ne votent pas aux élections, je vous assure que ce n'est pas le meilleur moyen de transmettre l'exercice de la citoyenneté. Si vous accordiez à leurs parents le droit de vote aux élections locales, et on ne parle bien que des élections locales, qui existent à l'instar de ce qui se fait pour les étrangers de nationalité européenne, ça a été évoqué tout à l'heure. Eh bien, figurez-vous que les enfants seront habitués à la conversation politique, seront habitués à la délibération autour ou à la discussion autour des enjeux de la vie locale, de la municipalité, de la route, de l'école, de la signalisation, de l'emplacement de tel ou tel rond-point. Ça les concernerait bien plus. Et pour ceux qui s'effraient ou ont peur de quelque communautarisme que ce soit, sachez bien que lorsque vous dites à des gens « vous n'êtes pas des nôtres », c'est vous qui favorisez le communautarisme. Vous leur dites « restez entre vous », plutôt que d'être avec nous. Merci. Monsieur Éric Martineau, pour le groupe Les Démocrates. Merci, Monsieur le Président, cher Florent. Madame la rapporteure, chers collègues, voilà un débat particulièrement intéressant en cette veille d'élection municipale. Un débat ancien et sensible, il faut le dire, puisqu'il touche au cœur même de notre pacte républicain, le lien entre nationalité, citoyenneté et droit de vote. J'en profite pour saluer le travail de Madame la rapporteure. Cette proposition de loi ne date pas d'hier. Déposée en 1999, adoptée une première fois par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat en 2011, et elle nous revient aujourd'hui dans un contexte profondément différent. Cette temporalité n'est pas neutre, d'autant plus à l'approche des élections de mars prochain. Si nous ne nous interrogeons pas sur la constitutionnalité de ce texte, puisqu'il propose précisément de modifier la Constitution, pour autant, notre groupe exprime de fortes réserves. La tradition républicaine française établit un lien étroit entre la nationalité et l'exercice des droits politiques. Le droit de vote n'est pas un simple attribut à la résidence, il constitue l'aboutissement d'un parcours d'intégration et d'adhésion à la nation. Le dissocier de la nationalité, même à l'échelle municipale, revient à modifier profondément l'équilibre de notre modèle républicain. Ce texte entend accorder à tous les étrangers résidant en France les mêmes droits qu'aux ressortissants européens. Mais à l'exception accordée aux citoyens de l'Union européenne, ne saurait être étendue sans précaution. Elle repose sur une logique de réciprocité et sur une communauté de destin spécifique entre les peuples européens. Cette situation n'a pas d'équivalent au niveau mondial et ne peut servir de précédent général.
Le texte qui nous est proposé fait l'impasse sur la question centrale de la réciprocité. L'introduire supposerait des accords bilatéraux complexes, souvent impossibles à conclure, notamment avec des États qui ne sont pas des démocraties. Ne pas l'introduire conduirait, à l'inverse, à une asymétrie diplomatique et à une égalité de traitement entre ressortissants d'États aux régimes politiques très différents, ce qui pose un vrai problème de cohérence. Par ailleurs, l'impact électoral de cette réforme serait considérable. Près de 3 millions de nouveaux électeurs intégreraient le corps électoral municipal avec des effets très inégalement répartis selon les territoires. Dans certains départements et collectivités, déjà confrontés à de fortes tensions, cet impact serait particulièrement marqué. Une telle transformation ne peut être engagée sans réflexion approfondie ni concertation. Enfin, ce texte apparaît en décalage avec les orientations législatives suivies depuis plus de 10 ans. Le législateur a fait le choix de privilégier l'intégration par la langue, par le travail et par l'adhésion aux valeurs de la République, tout en renforçant la lutte contre le séparatisme. Accorder le droit de vote sur le seul critère de la résidence constitue un contresens vis-à-vis de ces choix. Mes chers collègues, ce débat mérite mieux qu'une réponse symbolique ou partielle. Il engage des principes fondamentaux de notre démocratie et de notre conception de la citoyenneté. Pour le groupe Les Démocrates, le texte qui nous est proposé brouille ses repères sans apporter de solutions équilibrées. C'est pourquoi nous voterons contre cette proposition de loi constitutionnelle. Je vous remercie. Merci. La parole est à Xavier Albertini pour le groupe Horizon et Indépendants. Monsieur le Président, cher Florian Boudier, Madame la rapporteure, mes chers collègues, parmi les droits fondamentaux liés à la nationalité figure le droit de vote et son corollaire, le droit d'être éligible. Ce droit civique est un héritage de 1789, celui d'un suffrage universel où le peuple, seul titulaire de la souveraineté nationale, élit enfin ses représentants. Le droit de vote est en réalité bien plus qu'une affaire de droit individuel. Il est le premier des critères d'une démocratie digne de ce nom. L'histoire française de l'accès des étrangers au droit de vote et d'éligibilité est longue. Elle a évolué en même temps que notre histoire politique. C'est ainsi qu'au lendemain du traité de Maastricht, fidèle à nos engagements européens, notre pays a ouvert le droit de vote et l'éligibilité dans le cadre des élections municipales aux ressortissants des pays de l'UE résidant en France. Nos collègues du groupe écologiste et social estiment aujourd'hui que cette ouverture du droit de vote est insuffisante, qu'il faudrait l'élargir encore, cette fois à tous les étrangers qui résident sur notre territoire national. Pour vous, un tel élargissement serait un signe de progrès. Nous pouvons nous interroger sur ce que vous entendez par progrès. En faisant aujourd'hui vôtre les termes de ce texte adopté en dernier lieu par le Sénat en 2011, soit plus de 14 ans, vous inscrivez en réalité dans une démarche en profond décalage à la fois avec notre histoire nationale et avec les principes qui fondent aujourd'hui la citoyenneté française. Tout d'abord, cette proposition ne tient pas compte de notre histoire politique. Le temps où, au lendemain de la Révolution de 1789, la distinction entre étrangers et citoyens n'était pas encore affirmée, permettant de conférer le droit de vote à chaque citoyen, qu'il soit français ou non, est révolu. En effet, s'y est progressivement substituée une conception liant citoyenneté et nationalité, entraînant dès lors une restriction du droit de vote aux seuls nationaux. Cette nationalisation de la citoyenneté n'a rien d'un gros mot. Elle constitue une actualisation de l'héritage de 1789 à l'aune d'une notion aussi structurante que celle d'État-nation. Votre raisonnement ne s'inscrit pas davantage dans le cadre contemporain de la citoyenneté française. La logique qui sous-tend ce texte est en contradiction totale avec la logique de l'intégration par l'acquisition de la nationalité. Là où vous proposez l'octroi du droit de vote à tous les étrangers résidant en France, nous proposons tout simplement à celles et ceux qui le souhaitent et qui présentent toutes les garanties d'intégration dans notre société de devenir français. Vous le voyez, cette nationalisation de la citoyenneté nous a nullement conduit à renoncer à nos idéaux. Fidèle à l'héritage de 1789, la nationalité française demeure ouverte à tous les étrangers qui le souhaitent et qui correspondent aux critères fixés par la loi. Le groupe Horizon Indépendant s'oppose tant à la philosophie qu'à l'esprit de ce texte. Permettez-nous enfin de rappeler que la Constitution du 4 octobre 1958 est la colonne vertébrale de nos institutions. Rédigée sous l'autorité du général de Gaulle, elle organise la vie politique et institutionnelle de notre pays depuis plus de 65 ans et fonde notre capacité à faire société et à durer collectivement. On ne saurait y toucher qu'avec une main tremblante. Pour l'ensemble de ces raisons, notre groupe Horizon et Indépendant votera donc contre cette proposition de loi constitutionnelle. Je vous remercie. Merci. La parole est à Paul Molac pour le groupe Lyot. Merci, Monsieur le Président. Donc, je reconnais qu'on peut s'appuyer sur les principes de 1789. Je vous rappellerai simplement que d'un point de vue historique, il y avait des citoyens passifs
qui n'avaient aucun droit politique et que chez nous, ça représentait 90% de la population. Et lorsque les Français, dans la Constitution de 1793, ont tous eu le droit de vote, on était en dictature, donc ça servait à rien. Je dis juste ça parce que je crois qu'on met la Révolution française sur un piédestal, alors qu'en fait, quand on regarde la progressivité de la citoyenneté au XIXe siècle en France, ça a été quand même très, très compliqué. Et d'ailleurs, l'Assemblée nationale est là pour nous le rappeler avec cet océan qui a deux regards, un vers le roi et l'autre vers l'hémicycle. Je dis ça parce que, évidemment, cette proposition de loi constitutionnelle va raviver un débat sensible. Alors, déjà, les blocages successifs qu'on a pu avoir au Sénat dans la navette parlementaire nous rappellent que ce texte touche à un principe fondateur de notre République, celui du droit de vote et d'éligibilité, conçu comme le prolongement direct de la citoyenneté. Le lien étroit entre la citoyenneté n'est pas accidentel ni anodin, il structure le pacte civique, il explique la prudence dont nous faisons preuve lorsqu'il s'agit d'y déroger. Avec ce texte, vous proposez de mettre fin à la distinction entre le traitement des étrangers de l'Union européenne. Cette exception ouverte aux municipales, aux citoyens de l'Union, s'inscrit dans un cadre de la construction européenne avec réciprocité. De fait, les citoyens européens qui ne font pas partie de l'Union européenne, je pense aux citoyens suisses par exemple, ou aux Britanniques, puisque vous savez que les liens qui existent entre les Bretons et les Gallois sont importants, liens historiques, eh bien les Britanniques n'ont plus le droit de vote, n'ont plus les mêmes droits qu'ils pouvaient avoir avec autrefois, par exemple, celui d'avoir des diplômes qui soient reconnus en France. Donc, ce qui pose effectivement problème. Ceci dit, notre groupe comprend votre objectif de renforcer l'intégration des étrangers via la participation de la démocratie locale. Vous avez d'ailleurs prévu quelques garde-fous, notamment l'exclusion des fonctions exécutives, comme celle de maire, et toute incidence sur l'élection des sénateurs. Toutefois, ces garanties n'épuisent pas les interrogations sur l'équilibre entre ouverture démocratique et préservation des prérogatives attachées à la citoyenneté. Au fond, la réforme que vous proposez mériterait surtout une étude d'impact approfondie, en particulier sur le nombre d'étrangers qui seraient concernés, sur les effets qu'elle pourra avoir sur notre démocratie locale. À ce titre, je ne m'y opposerai pas. Toutefois, notre groupe est plutôt défavorable et pense qu'il faudrait au contraire favoriser et simplifier l'accession à la citoyenneté par la naturalisation. Et nous déplorons que les conditions se soient durcies dans les quelques années qui sont passées. Parce qu'effectivement, je ne suis pas sûr, par exemple, que l'examen en français, s'il fallait que tous les Français de souche le passent aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils le réussiraient. Merci. La parole est à Elsa Faucillon pour le groupe GDR. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure. En 2026, notre République continue d'organiser une exclusion massive à une représentation lors des votes locaux comme nationaux d'ailleurs, mais nous traitons ici du vote local. Les résidentes et résidents étrangers hors UE qui sont installés en France font pourtant la ville. Ils tiennent des pans entiers de travail local, cotisent, contribuent et s'engagent. Ils et elles participent à la solidarité nationale, je pense à l'assurance maladie, retraite, chômage, et vivent très concrètement aussi les choix municipaux. On peut parler de l'école, de la cantine, du logement, des transports, de la sécurité, des associations. Pourtant, ces femmes et ces hommes n'ont pas voix au chapitre, là où leur vie quotidienne se décide. Et ce qu'on voit, c'est que depuis 1992, les ressortissants de l'Union européenne, eux, votent et sont éligibles aux municipales en France. Cela fait donc 30 ans que l'on différencie devant la loi deux catégories d'étrangers, les immigrés européens et ceux non ressortissants des pays de l'Union. Donc, en fait, le débat que nous avons ici n'est pas d'accorder le droit de vote aux étrangers, c'est pourquoi l'accorde-t-on aux Européens et le refuse-t-on aux non-Européens à résidence pourtant comparable. Ce que je crois, c'est que les uns ne sont pas assimilés à ce qu'on appelle l'immigration, terme fourre-tout, les autres oui. Et l'immigration est aujourd'hui saturée par la question du racisme et par des préjugés en communautarisme. Cette exclusion, pourtant, n'a rien de marginal. En 2023, l'INSEE recensait 3,2 millions de personnes étrangères non européennes, donc des millions de personnes durablement concernées par les politiques municipales et sans droit de vote. Je crois qu'il est temps d'arrêter l'hypocrisie. On accepte que des millions de personnes fassent tourner notre société, mais on les maintient hors du vote local.
Ce n'est ni cohérent, ni juste, ni utile. La démocratie locale n'est pleinement légitime que quand celles et ceux qui vivent la ville peuvent choisir celles et ceux qui la gouvernent. Nous, parlementaires et politiques, devons envoyer un message de reconnaissance et de dignité, un message qui doit concrétiser cet enjeu de cohésion sociale et d'élargissement à la démocratie, parce que c'est bien ce dont on parle aujourd'hui. Dans certaines communes et métropoles, cette exclusion pose une question démocratique très concrète. À quel moment peut-on encore parler de représentation locale complète quand une part significative des habitantes et habitants n'a aucun levier électoral ? Ce différentiel est politiquement intolérable parce qu'il finit par ressembler à ce qu'il est trop souvent, une distinction fondée sur l'origine. C'est une rupture avec l'égalité républicaine qui nourrit incontestablement le continuum colonial visant à priver de droits politiques celles et ceux qui sont dans les faits citoyens à part entière. Et on a entendu encore aujourd'hui les opposants au vote des étrangers qui assimilent parfois très hâtivement nation et démocratie, prétendant que toute l'histoire de la citoyenneté en France s'est déroulée dans le cadre de la nationalité. Ils passent sous silence les expériences différentes, par exemple de la Révolution française, de la Commune, où sont citoyens et même ministres des communards étrangers à la nation française. Et puis surtout, ils font mine d'ignorer la déconnexion opérée dans l'empire colonial entre nationalité et citoyenneté et s'opposent aujourd'hui à l'idée que des descendants des indigènes puissent devenir citoyens sans devenir français. Sous différentes formes et avec différentes limitations, au moins un tiers des pays dans le monde sur les 5 continents a actuellement une pratique du vote des étrangers. Elle n'a donc rien d'exceptionnel. La proposition de loi de ma collègue Léa Balaj-El-Mariki s'inscrit dans une histoire parlementaire ancienne. Promesses répétées, mais aussi trahies. Débats récurrents, textes déjà adoptés puis enterrés par les nombreux gouvernements qui se sont succédés jusqu'à la Macronie. Il est temps d'arrêter. Sur le fond, pourtant, l'effet attendu est limpide. Plus de participation locale et donc plus d'intégration civique. Quand on donne une place dans les urnes, on renforce l'appartenance commune au lieu de nourrir les sentiments d'invisibilité et de marginalisation. Il est nécessaire de reconnaître aux non-ressortissants de l'UE cette intégration dans notre pays. Merci. Qui doit être un pays d'accueil, une citoyenneté par le droit de vote. Merci beaucoup. Madame la rapporteure, vous allez pouvoir répondre aux différents intervenants. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais venir préciser des éléments puisqu'il y a eu un nombre de confusions, ou en tout cas de propos qui ont été tenus, qui laissent à penser que cette proposition de loi viendrait octroyer un droit de vote pour l'ensemble des résidents étrangers, pour l'ensemble des élections. Calmez-vous, collègues, il s'agit des élections municipales. Il s'agit des élections de notre vie quotidienne. Des élections qui permettent de déterminer si on augmente ou pas le tarif des crèches ou de la cantine scolaire, de la manière dont les déchets vont être triés et collectés. On n'est pas dans la définition des frontières de la France ou bien dans des enjeux de souveraineté nationale. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'article 3 de la Constitution qui parle de la souveraineté nationale n'est pas du tout touché par la proposition de loi que je vous présente aujourd'hui. Ensuite, dans les confusions qui ont été faites, c'est de dire que cette loi serait incomplète parce qu'elle ne parlerait pas des conditions d'application de ce droit de vote. Mais là encore, chers collègues, lisez la proposition de loi dans son entier. On parle d'une loi organique qui viendra après l'adoption de cette proposition de loi constitutionnelle pour définir les modalités, notamment les conditions de résidence des étrangers. Il ne s'agit pas de l'ensemble des résidents, il s'agit bien déjà des résidents en situation régulière, et c'est marqué dans le texte. Et ensuite, les conditions de durée de résidence, elles feront l'objet d'un débat parlementaire. J'ai déjà dit au groupe démocrate que j'étais tout à fait disposée à échanger autour de ce sujet dans un travail transpartisan parce que je crois que nous devons créer un consensus. Il y a kyrielle de modalités d'application de la durée de résidence dans les divers pays européens, 14 qui ont inscrit ce droit de vote pour les résidents aux élections locales. On a du lendemain jusqu'à 5 ans de résidence et des conditions également de réciprocité qui s'expliquent souvent par le fait que ce soit la lusophonie qui est bien fléchée pour le Portugal qui accorde le droit de vote aux résidents étrangers. Peut-être sur ce point, je vous donne ma conviction sur la réciprocité. C'est que moi j'ai rencontré dans le Parlement des exilés une réfugiée iranienne qui n'a jamais eu le droit de vote. Mais moi je ne souhaite pas qu'on puisse, j'allais dire, priver les réfugiés iraniens ou iraniennes de ce droit de vote aux élections locales parce que leur pays est une dictature. Je pense que là, on rentre dans une considération qui n'est pas la promesse de la protection internationale que nous devons aux réfugiés politiques dans notre pays.
Ensuite, sur la question de la naturalisation. C'est assez récurrent comme argument. C'était déjà l'argument en 2000, en 2011. Ça m'a donné le temps de faire des recherches et de vérifier un peu ce qu'il s'était passé, non seulement dans le temps long, mais aussi ce qu'en disait notre débat politique de l'époque. Bon, pour ceux qui expliquent, la naturalisation, c'est le véhicule principal d'intégration dans la citoyenneté. Il ne fallait pas voter des lois qui réduisent les modalités d'accès à la naturalisation. Depuis 1889, on fait de cette naturalisation un procédé un peu exceptionnel, mais je ne vais pas en revenir dessus. Cette naturalisation, si elle est demandée pour les élections locales, encore une fois municipales, ne pensez-vous pas que c'est un peu excessif? Pour celles et ceux qui ont des nationalités qui empêchent d'avoir une double nationalité, de pouvoir, arracher une partie de leur identité, puisque la nationalité répond bien à « qui suis-je ?», arracher une partie de leur identité pour avoir le droit de voter pour l'élection de leurs conseillers municipaux. C'est d'autant plus excessif qu'on ne demande pas ça aux Françaises et aux Français dans les 20 pays où le droit de vote est déjà accordé sans aucune contrepartie de notre part, vous en conviendrez, pour les élections locales. Ensuite, on a parlé de la conception de résidents étrangers, des valeurs que nous partagions, etc. Bon. Alors tout d'abord, un résident étranger qui a le droit de vote aux élections municipales, qu'il soit européen ou non, ce n'est pas une citoyenneté automatique. Il faut avoir un acte volontariste, une démarche d'inscription sur les listes électorales. Et donc, c'est pour cela qu'il y a environ 320 000 inscrits européens sur les listes électorales, alors qu'ils sont 1,2 million en France. Et donc, on a une moindre proportion, et parce qu'il y a des personnes qui résident ici, mais qui n'ont pas forcément envie de participer aux élections. Bon, ma foi, moi, je les condamne pas, mais on leur donne ce droit, et c'est normal. Ensuite, vous parlez des devoirs et justement de ces valeurs. Monsieur Martineau, quand vous avez parlé des différentes lois qui ont permis d'évoluer, d'accentuer les conditions d'intégration et d'octroi des cartes de résidents, notamment pluriannuelles, c'est-à-dire les personnes qui seront visées par cette proposition de loi constitutionnelle. Votre groupe et d'autres ici, notamment le Bloc central, a participé à imposer un examen de citoyenneté dans lequel on demande de citer tous les fleuves qui traversent l'Hexagone, de citer une dizaine de rois et de reines de l'histoire de France, d'avoir un test d'examen linguistique, enfin en tout cas d'avoir tiré là encore de questions, d'avoir bien sûr des questions sur le principe de laïcité, sur l'égalité femmes-hommes, etc. Et donc ces personnes, elles ont déjà un examen de citoyenneté. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas jusqu'au bout et on ne leur donne pas le droit de vote aux élections locales, là où elles résident, là où elles sont comptabilisées pour déterminer le nombre de conseillers municipaux et d'adjoints? En d'autres termes, elles participent aux conditions de représentativité d'une liste sans pouvoir participer justement à définir la représentativité de cette liste. Enfin, sur le dernier point, sur les ingérences étrangères. Alors là, on ne parle pas de Poutine, hein. On parle d'auxiliaires de puériculture à qui on confie nos enfants et qui résident en France depuis 15 ans. En fait, dans les propos du Rassemblement national, ce sont ceux du soupçon, et je vais le dire, ça ne me surprend pas, mais c'est toujours le même procédé et je l'exècre. Alors moi, je vais vous parler d'une question un peu plus philosophique. La personne que vous croisez tous les jours à la boulangerie, vous croisez à la piscine, au café, est-ce qu'elle est toujours étrangère pour vous? Est-ce qu'elle est toujours étrangère pour vous? Ensuite, ce sont toujours les mêmes arguments du soupçon qui ont été manipulés pour réduire un combat vers l'humanisme et vers l'égalité des droits. Les femmes étaient vues comme les porte-voix de leur curé et de leur mari. Et c'est la raison pour laquelle il a fallu, non pas la Première Guerre, mais aussi la Deuxième Guerre mondiale, pour comprendre que les femmes participaient et avaient le droit de vote dans notre société. Alors pour tous ces éléments, chers collègues, et bien d'autres encore, puisqu'on a parlé d'études d'impact, mais les études d'impact, c'est le droit comparé. C'est le fait de vous dire qu'au Portugal, l'extrême droite a réussi à gagner 3 villes, alors que les résidents étrangers ont le droit de vote depuis plusieurs années. C'est de dire que la Norvège, aux Pays-Bas, en 2023, en 2022, la droite est majoritaire. C'est pas une visée électoraliste, c'est un principe d'égalité pour tous les résidents. Cette étude d'impact, mes chers collègues du groupe Horizon, elle existe.
elle existe, elle est disponible dans le rapport que vous n'avez peut-être pas lu dans sa totalité. Cette étude d'impact, elle existe parce que le droit est déjà accordé et que la France est à la traîne et surtout fait la honte de la promesse républicaine. Merci. Nous en venons à l'examen des amendements. Nous débutons par une série d'amendements, 2 exactement, de suppression de l'article 1er. Monsieur Monnier, le CL3. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, article de suppression qui rappelle que le droit de vote est un attribut de la nationalité et de la citoyenneté française, que l'exercice du suffrage universel est d'abord la manifestation de la souveraineté du peuple français, que l'octroi du droit de vote et d'éligibilité aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne supposerait de reconnaître une illusoire citoyenneté mondiale. Il exposerait la France à un surcroît de vulnérabilité aux ingérences étrangères et constituerait une menace supplémentaire pour la sécurité intérieure de l'État. Pour cela, nous demandons la suppression de cet article. Madame Demestre, le CL5. Merci Monsieur le Président. Il s'agit également d'un amendement de suppression. Le droit de vote constitue l'expression directe de la souveraineté nationale, laquelle appartient en termes de l'article 3 de la Constitution au peuple français. En droit constitutionnel français, cette souveraineté est indissociable de la nationalité. En ouvrant le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne, la proposition de loi opère une rupture majeure avec un principe fondateur de la République. L'unité du peuple souverain. Contrairement aux ressortissants de l'Union européenne dont les droits électoraux municipaux résultent d'engagements européens inscrits dans les traités et strictement encadrés par la Constitution, aucun fondement constitutionnel ne permet une telle extension aux ressortissants de pays tiers. La France n'est ni fermée ni hostile à l'intégration. Elle dispose d'un cadre clair, exigeant et républicain d'accès à la citoyenneté, fondé sur la naturalisation qui permet chaque année à des dizaines de milliers d'étrangers de devenir pleinement français au terme d'un parcours reposant sur la maîtrise de la langue, l'adhésion aux valeurs républicaines et la volonté d'appartenir à la nation. Créer une citoyenneté politique locale dissociée de la nationalité affaiblirait la cohésion nationale, brouillerait le sens de l'appartenance civique et dévaloriserait l'acte d'adhésion à la communauté nationale. Merci. Madame la rapporteure, votre avis sur ces amendements de suppression? Défavorable. Défavorable, Monsieur Amir Chahi, puis Madame Catala, puis Madame Capdevielle. Bon, quand vous mettez en exergue comme ça le danger qui régnerait intrinsèquement, tel des ennemis de l'intérieur, concernant des centaines de milliers d'étrangers parce qu'ils seraient à la solde de leur état d'origine, réfléchissez quand même avant d'avancer ce genre d'argument. Moi, j'ai été député des Français de l'étranger. Il y a 3 millions de compatriotes qui vivent à l'étranger. Qu'est-ce que vous diriez si une seule seconde d'aucuns accusaient nos compatriotes vivant aux États-Unis, à Londres, au Maroc, en Algérie, en Australie, d'être des agents de la France et de ne pas être loyal avec les règles qui régissent le pays dans lequel ils résident? Vous seriez les premiers vent debout contre cette accusation infamante. Et elle est infamante. Elle est d'autant plus infamante que elle insulte toutes celles et ceux de nos compatriotes qui font des efforts tous les jours dans les pays où ils vivent pour donner de leur mieux, non seulement en concourant à la vie générale à laquelle ils participent, mais aussi en étant nos ambassadeurs culturels. Et être ambassadeur culturel d'un pays, ce n'est pas être un agent d'influence d'une dictature. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous vous rendez compte à quel point vous faites du mal à nos propres compatriotes qui vivent à l'étranger? Essayez d'être un peu plus digne, s'il vous plaît, dans les arguments que vous avancez. Parce qu'il s'agit de dignité, précisément. Précisément. Et moi, je vous invite vraiment à réfléchir à ce genre d'arguments qui se retournent de toute façon contre nous à un moment ou un autre. Il faut veiller à ce que ces débats autour du vote soient pris, comme l'a dit notre rapporteur, pour ce qu'ils sont. Un enjeu d'intégration et de cohésion. À un moment où plus que jamais la France en a besoin. Parce que les dérives identitaires sont exacerbées. Les accusations au communautarisme sont décuplées, cultivées. C'est pour lutter contre ça et au nom d'un principe universel que le vote est une fabrique de l'en commun. Merci. La parole est à Gabriel Catala. Merci, Monsieur le Président. Collègues, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point vos positions sont à la fois rétrogrades et ringardes. Parce que, on l'a expliqué tout à l'heure, la France est dans les 11 pays qui refusent ce droit dans l'Union européenne. C'est-à-dire que plus de la moitié des pays de l'Union européenne, aujourd'hui, acceptent que les étrangers
non ressortissants de l'UE puissent voter. Et les Français, d'ailleurs, votent dans certains pays en tant qu'étrangers. Les Français, par exemple, votent en Norvège aux élections locales, la Norvège ne faisant pas partie de l'Union européenne. Ils votent dans certains États des États-Unis. L'excuse qui avait été donnée par M. Macron pour refuser ce nouveau droit, c'est de dire qu'il fallait privilégier l'accès à la nationalité française. Mais je vous invite à regarder la dégressivité du nombre de personnes qui accèdent à la nationalité française depuis l'arrivée de M. Macron. Et c'est un chiffre qui baisse terriblement depuis 15 ans. En 2010, plus de 115 000 personnes accédaient à la nationalité française par an, par déclaration ou par décret, alors qu'aujourd'hui, c'est à peine 65 000. C'est-à-dire que ça a été quasiment divisé par 2 depuis l'arrivée au pouvoir de M. Macron, en particulier sous les ministères de l'Intérieur dirigés par M. Darmanin et par M. Retailleau. Et j'entends toujours les mêmes éléments de langage. Il faut respecter l'égalité entre les femmes et les hommes. Il faut parler correctement français. Mes collègues, je ne vous ai pas entendu quand la nationalité française a été donnée à Georges Clooney, qui ne s'est pas aligné 3 phrases en français et qui a eu la nationalité française avec son épouse par une décision unilatérale qui a même été contestée par la ministre déléguée du ministre de l'Intérieur, qui ensuite s'est fait taper sur les doigts parce que c'était pas la ligne du ministère. Et quand j'entends certains utiliser l'argument de la Nouvelle-Calédonie en disant qu'en Nouvelle-Calédonie, les Français n'ont pas le droit de voter, etc. Mes collègues, regardez un petit peu l'histoire, ou les Nations Unies, parce que la Nouvelle-Calédonie est considérée comme un territoire. Capdevielle. Oui, en fait, la droite, l'extrême droite et les macronistes s'opposent au droit de vote des étrangers aux élections locales en indiquant qu'il n'y aurait aucun fondement constitutionnel. Moi, je vais rappeler certaines choses. Oui, les étrangers votent en France aux élections professionnelles. Les médecins, les avocats étrangers, les pharmaciens étrangers élisent leurs représentants au sein des conseils de l'ordre. Ils en font même partie. Les chefs d'entreprise étrangers, les artisans étrangers élisent leurs représentants aux chambres de commerce et chambres des métiers. Les usagers étrangers des services publics peuvent voter et d'ailleurs même être élus dans les organes représentatifs des usagers. Les salariés étrangers participent aux élections prud'homales, même des délégués du personnel étranger. Ils votent pour élire leurs juges prud'hommes qui rendent bien la justice au nom du peuple français. Et là, il n'y aurait pas de problème constitutionnel. Alors, de 2 choses de l'une, s'il y a un problème constitutionnel quand les étrangers votent, demander la suppression, alors à ce moment-là, de ces élections, pour ne les réserver qu'aux Français, soyez cohérents. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas évoquer de façon pertinente un problème constitutionnel pour empêcher les étrangers de pouvoir voter en France. L'argument que vous évoquez tous n'est absolument pas pertinent. Rien dans la Constitution n'empêche que des étrangers puissent voter aux élections locales. Donc moi, je vous demande de rejeter cet argument et de voter contre l'amendement de suppression proposé par l'ensemble de la droite, en ce compris les macronistes. Guillaume Kasbarian. Oui, merci, Monsieur le Président. Juste, premier élément, j'entends beaucoup le fait de s'opposer à cette proposition de loi serait quelque chose à la fois de réactionnaire ou d'extrême droite ou de facho. Excusez-moi, oui, j'entends Madame Catala qui dit oui. Monsieur le Président Chirac en 2005 a dit qu'il était profondément contre le fait d'autoriser le droit de vote d'étrangers aux élections locales. Ça en fait pas un facho. Monsieur De Villepin, qui était son Premier ministre à l'époque et qui s'est opposé à cette proposition-là, s'est opposé, ça n'en fait pas un facho. Donc j'aimerais bien qu'on puisse évoquer des arguments ici sans forcément être catégorisé dans la catégorie facho, pas facho, si on s'oppose à une proposition de loi venue des écologistes, premièrement. Deuxième élément, on nous dit c'est ringard de parler de nationalité, c'est ringard de parler de citoyenneté. Pardonnez-moi, chers collègues, moi je viens d'une famille qui est issue de l'immigration et qui a choisi la nationalité française, qui est arrivée ici avec la guerre, et qui a choisi de devenir français. Et c'est bien ce choix de devenir français, ces droits et devoirs réciproques, cette appartenance à la communauté nationale qui fonde le droit de vote et qui fait que l'on vote. Si des étrangers veulent voter aux élections, qu'elles soient locales ou nationales en France, ils peuvent devenir français. L'accès à la nationalité française est ouvert, nous y sommes favorables. C'est un choix que de devenir français et nous le respectons et nous l'encourageons bien évidemment. Dernier élément, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les collègues, j'ai toujours pas compris votre argument sur la Nouvelle-Calédonie. Parce que sur la Nouvelle-Calédonie, vous avez actuellement des Français qui ont le même passeport que vous et que nous, qui sont résidents sur le pays depuis des décennies et qui pourtant ne peuvent pas voter aux élections locales.
Je ne comprends pas comment vous pouvez avoir de tels arguments aujourd'hui pour dire c'est super en métropole, on est étranger, on peut voter aux élections locales, mais qu'en Nouvelle-Calédonie, qui est un territoire français, il y a des Français qui résident dessus depuis 1998 et qui n'ont pas le droit de vote. Pourquoi ? Quel est le sous-jacent qui fait que vous avez cette divergence d'appréciation sur qui peut voter aux élections locales ou pas? Je n'ai pas la réponse à cette question, ce qui montre probablement le caractère électoraliste et totalement populiste de votre proposition. Monsieur Kasbarian. Monsieur Di Filippo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Visiblement, sur ce débat-là, de toute façon, il y a des positions irréconciliables entre ceux qui ont une vision un peu internationaliste et ceux qui ont une vision plus centrée sur l'intégration ou l'assimilation de ceux qui ont rejoint notre pays. Et le vote, vous savez, c'est l'aboutissement d'un projet de citoyenneté ou d'un parcours citoyen, que ce soit l'enfant qui devient adulte dans un cadre plus républicain possible ou que ce soit celui d'une personne qui a rejoint notre pays pour y construire un projet de vie et qui adhère pleinement aux valeurs de la République. Donc là-dessus, nous ne tomberons jamais d'accord. Pour nous, la finalité, c'est bien entendu que la personne acquiert la nationalité française et s'y épanouisse pour jouir pleinement de tous ses droits civiques. Et il y a une question sur laquelle vous ne répondez jamais, c'est celle de la réciprocité. Vous parlez de Français à l'étranger, vous parlez d'étrangers dans d'autres pays, mais la question centrale, c'est celle-là. Avec les pays européens, de l'Union européenne, elle est réglée. Avec les autres pays, c'est loin d'être le cas. Donc, nous, notre vision, elle restera, quoi qu'il arrive, toujours centrée sur le projet d'une citoyenneté qui intègre pleinement les gens qui ont choisi de rejoindre la France, d'y construire leur projet de vie, mais dans ce cas, la finalité, eh bien, c'est de devenir français. Merci. Elsa Faucillon. Juste un mot d'abord sur la naturalisation, qui est vraiment l'argument de ceux qui refusent l'accès au vote des personnes étrangères résidentes sur le territoire français. Je rappelle que dans les moments de colonisation, ces personnes étaient sur territoire français et pour autant sans droit de vote. Donc on a un vrai continuum colonial aujourd'hui avec des préjugés en communautarisme sur les personnes étrangères pour le vote. Et je pense que vous savez tous ici quelle galère c'est pour être naturalisé, avec parfois 2 ans et demi, 3 ans d'attente et des refus totalement inconséquents et absurdes sur des situations. Et puis la deuxième chose, le deuxième argument sur la question de l'intégration. D'abord, justement, la proposition de loi qui est formulée aujourd'hui, c'est pour une meilleure intégration. On a dans le pays des millions de concitoyens aujourd'hui qui ont le droit de vote et qui ne l'exercent pas. Et à chaque fois, on dit justement que le fait de voter, c'est une pleine intégration. Donc on considère bien qu'aller voter, c'est encore plus participer pleinement à la communauté nationale. Permettons-le aux résidents étrangers qui participent déjà pleinement à la vie locale. Et ça suffit, ces arguments, ces préjugés en communautarisme qui sont insupportables parce que, je le redis, ils sont en fait un continuum colonial et qu'ils sont empreints de préjugés racistes sur les personnes étrangères non membres de l'UE. Merci. Il n'y a pas d'autres prises de parole. Non. Alors, je ne reprends pas des orateurs de groupes qui se sont déjà exprimés, mais s'il y a des groupes qui ne se sont pas exprimés et qui souhaitent le faire, je peux bien sûr en prendre. Madame la rapporteure, et ensuite nous passons au vote. Oui. Peut-être juste un point, Monsieur Kasbarian, sur la question de la Nouvelle-Calédonie. Si vous faites un lien, une syllogie entre les deux dispositifs, moi j'ai l'impression que du coup vous considérez les Caldoches comme des personnes étrangères en Nouvelle-Calédonie. Donc c'était ma question. Mais en tout cas, sur la question du droit de vote aux élections locales, voilà, les personnes françaises en Nouvelle-Calédonie, nées après 98, après le gel du corps électoral, ont le droit de vote aux élections municipales. Là où elles n'ont pas le droit de vote, c'est aux élections provinciales. Et vous nous parlez donc de la question du gel du corps électoral. Je voudrais vous répondre ici. Les écologistes ne sont pas opposés par principe au dégel du corps électoral. Les conditions politiques dans lesquelles elles doivent s'exprimer doivent aussi permettre à l'ensemble des parties prenantes, mais ça a toujours été la position des écologistes. Ça a toujours été la position des écologistes. Et véritablement, je voudrais qu'on arrête de confondre un droit de vote sur la citoyenneté de résidence aux élections locales et un droit de vote pour l'ensemble... Madame la rapporteure, pardonnez-moi. Alors, on va essayer de retrouver notre calme. Alors, je vous le dis très sincèrement, immédiatement. Je n'accepterai pas de nouvelles invectives de part et d'autre de la salle. C'est absolument insupportable. Sans compter que les mots qui sont prononcés de part et d'autre sont absolument, pardonnez-moi de le dire, mais indigents. Madame la rapporteure. Non, je vais terminer. Franchement,
De quoi avez-vous peur si on accorde le droit de vote aux élections locales des résidents qui sont là depuis plus de 10 ans, puisque c'est de cela dont on parle? Nous allons passer au vote sur ces amendements de suppression. Je vous demande par conséquent de lever distinctement vos mains à l'appel du vote. Qui est pour ces amendements de suppression? Qui est contre? Ils sont rejetés. Nous en venons au CL7 présenté par Madame Demestre. Madame Demestre, je vous en prie, le CL7. Et merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à réaffirmer un principe fondamental de la République française. Le droit de vote est indissociable de la citoyenneté, laquelle repose sur la nationalité. Le suffrage n'est pas un simple outil de participation locale, il constitue l'acte par lequel le peuple exerce sa souveraineté. En droit constitutionnel français, cette souveraineté appartient à la nation, composée de citoyens, et ne saurait être fondée sur le seul critère de la résidence. En proposant d'ouvrir le droit de vote municipal aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne, la rédaction initiale introduit une rupture profonde avec la tradition républicaine française. Elle substitue progressivement une logique de résidence à une logique d'adhésion à la nation, brouillant ainsi le sens même de la citoyenneté. La France dispose pourtant d'un cadre clair, exigeant et républicain d'accès aux droits politiques. Il s'agit de la naturalisation. Ce parcours permet à celles et ceux qui le souhaitent de devenir pleinement citoyens français, au terme d'un engagement fondé sur la maîtrise de la langue, le respect des valeurs républicaines et la volonté d'appartenir à la communauté nationale. Le présent amendement vise donc à sécuriser constitutionnellement le lien entre nationalité et droit de vote municipal, tout en rappelant que l'intégration a vocation à conduire à la citoyenneté française et non à s'y substituer par des droits politiques partiels. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. On a évoqué énormément de raisons pour lesquelles j'émettrai bien entendu un avis défavorable à cet amendement, mais je vais souligner peut-être quelques arguments de manière plus spécifique. Près de la moitié des sympathisants des Républicains en 2024 sont favorables à l'octroi du droit de vote aux étrangers non européens pour les élections locales, et pas seulement aux élections municipales d'ailleurs. Ensuite, je tiens à vous préciser que cet amendement, il n'apporte aucune modification à la Constitution actuelle. Le Conseil constitutionnel a déjà jugé que la participation d'étrangers aux élections municipales était alors contraire à la Constitution, la raison pour laquelle nous avions dû la modifier ensuite en 92, et vous avez cité la décision à l'époque. Enfin, on a parlé de souveraineté, de nationalité, de citoyenneté, souvent confondant les termes les uns avec les autres, pour mieux masquer parfois des oppositions. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu de la part de certaines et certains. Je voudrais préciser que cette proposition de loi constitutionnelle, si elle est adoptée, elle va être soumise à un référendum. Ce sont donc à la fin des fins les Françaises et les Français qui choisiront. Et je pense que c'est une bonne chose que nous puissions avoir un débat aussi avec l'ensemble du corps de la souveraineté nationale autour de cette question. Bien, je mets aux voix ce CL7 avec avis défavorable de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc rejeté. Un petit point, si vous le permettez, à pratiquement midi. Nous ne finirons pas, par conséquent, les trois textes. Cela va de soi d'ici 13 h. Une convocation va vous être adressée dans quelques secondes pour 14h45. Nous en venons au CL1. Madame Catala. Oui, merci Monsieur le Président. Donc c'est un amendement qui vise à amender l'article 1er pour étendre aux élections locales. La rapporteure vient de le rappeler. Il y a une majorité de Français et de Françaises de toutes les obédiences politiques, à l'exception de l'extrême droite, qui sont favorables en fait au droit de vote des personnes étrangères aux élections locales. C'est l'occasion pour nous de rappeler
attachement à cette revendication. J'ai moi-même déposé une proposition de loi en ce sens il y a quelques mois, redéposé une proposition de loi, et je voudrais rappeler que nous nous inscrivons ainsi, toutes celles et ceux qui sont favorables à l'extension de ce droit dans la grande histoire de notre pays, et de la même manière la droite et l'extrême droite s'inscrivent dans l'histoire réactionnaire qui a toujours été celle de leur camp politique, puisque déjà au moment de la grande révolution, les mêmes ancêtres politiques de la droite et de l'extrême droite étaient contre le droit de vote de tous les citoyens, se sont battus à chaque fois en faisant reculer ces droits de vote lors des rétablissements de la monarchie et de l'institution de droit censitaire. Et donc, d'une certaine manière, effectivement, nous continuons ce combat profondément républicain qui est le nôtre et qui fait la grandeur de notre pays. Et je voudrais en profiter rapidement pour répondre au collègue Kasparian qui ne me semble pas avoir compris l'histoire de notre propre pays à l'égard des territoires colonisés, parce que la différence, oui, fondamentale avec la situation en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, c'est la situation de colonisation, et c'est ce qu'a décidé le peuple français en reconnaissant l'existence d'un état de colonisation et de la nécessité d'une décolonisation. Et c'est pour cela que si votre gouvernement arrêtait de faire n'importe quoi et permettait au processus d'aller à son terme, Madame la rapporteure. pour les personnes. Merci, Monsieur le Président. Je vais émettre un avis défavorable et plutôt une demande de retrait de cet amendement pour avoir l'objectif d'une adoption conforme de cette proposition de loi. Non pas parce que je suis opposée à ce principe, et vous avez initié, Madame la députée, un travail transpartisan autour des élections locales avec des collectifs de citoyens et de personnes qui sont concernées, mais aussi des associations qui les soutiennent autour de ce droit de vote pour ces élections. Et je pense que nous devons effectivement avoir un débat. Mais je vous propose de l'avoir en d'autres lieux et d'autres temps. C'est donc une demande de retrait. Vous l'acceptez ? Vous l'acceptez. Bon, donc les prises de parole qui avaient été demandées sur l'amendement, désolé, sont elles-mêmes écartées. Le CL10, Madame Demestre. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à instaurer un principe de réciprocité pour l'octroi du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux ressortissants étrangers non européens, qui s'inscrit dans une logique d'équité et de souveraineté. Je suis désolée, j'ai un problème en fait de réseau. Il n'y a plus de Wi-Fi. J'ai un problème de Wi-Fi, donc j'ai une lecture... Cela ne vous empêche pas de parler, si non, mais tout à fait. Mais donc, j'ai du mal à lire l'exposé. Et donc, je demande un principe de réciprocité avec les ressortissants étrangers des pays correspondant à ceux à qui ce droit de vote pourrait être accordé. Je vous remercie. Alors, il n'y avait aucune ironie dans ma prise de parole. Je n'avais pas mesuré le second degré, donc toutes mes excuses, Madame la députée, qu'elle pouvait générer. Madame la rapporteure. Merci beaucoup. Alors, les conditions de réciprocité qui existent dans certains pays ont été historiquement mises en place pour répondre à des raisons de proximité géopolitique, historique ou culturelle. Je vous parlais notamment de la lusophonie qui a justifié cette réciprocité. Ce qui voudrait dire que nous pourrions nous appuyer sur la francophonie pour établir cette réciprocité. Je ne sais pas si c'était ça le sens de votre amendement. Ensuite, la création d'une réciprocité n'a aucune justification, en particulier sur les exilés, je vous en parlais, mais aussi pour toutes les personnes originaires de pays où la démocratie est bafouée. Parce que la démocratie n'est pas effective dans leur pays d'origine, ils devraient se voir refuser le droit de vote aux élections municipales en France. Je parlais bien sûr du témoignage de Tidiane qui a été assesseur aux élections municipales, mais aussi de cette réfugiée iranienne qui a été privée de son droit de vote, ou des réfugiés afghanes. Nous avons ici longtemps parlé, notamment en commission des affaires étrangères, de la nécessité d'accueillir celles qui sont, en raison de leur genre, discriminées dans leur pays et qui ont maintenant l'impossibilité même de parler dans leur pays, et bien de ne pas exprimer leurs préférences, encore une fois, pour des sujets de vie quotidienne.
En réalité, il y a aussi beaucoup plus de pays, 11 sur les 14 qui accordent le droit de vote aux étrangers pour les élections municipales, qui le font sans aucune condition de réciprocité. Et si la réciprocité était quelque chose qui nous tenait particulièrement à cœur, je le disais, nous aurions donné le droit de vote aux Norvégiens dès le moment où nous avions la possibilité de voter en Norvège. C'est le cas, par exemple, je parlais de la Norvège, il y a de nombreux Norvégiens en France, ils n'ont pas le droit de vote aux élections municipales, mais les Français peuvent même devenir premier adjoint de la seconde commune de Norvège sans aucune difficulté. Sans aucune difficulté. Cette question de la réciprocité, elle a fait l'objet de nombreux débats. Ce n'est pas le texte qui est choisi. Et je le dis encore, ce texte, il est issu d'une longue tradition, d'une longue histoire parlementaire. Vous en moquiez, mais je crois qu'en réalité, c'est la force de ce texte, parce qu'un consensus politique est aujourd'hui établi autour de cette proposition. Merci. J'ai 2 demandes de prise de parole, 3 désormais. Madame Catala. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas pu terminer mon propos sur l'amendement précédent et je voulais moi aussi signifier à Monsieur Kasbarian que la Nouvelle-Calédonie, comme 17 territoires dans le monde, est considérée comme un territoire non autonome par le Comité spécial de la décolonisation des Nations Unies, comme l'est également la Polynésie française, qui est sur cette liste. Et cela signifie que les populations qui vivent sur ces territoires ne sont pas considérées comme des populations totalement autonomes au regard des Nations Unies. Et les Nations Unies utilisent pour la France la dénomination de puissance administrante. C'est donc un territoire qui est toujours considéré comme étant à décoloniser, comme l'est la Polynésie française. Et je comprends que ça vous déplaise parce qu'il y a un député loyaliste dans votre groupe et que les loyalistes souhaitent que la Nouvelle-Calédonie soit retirée de cette liste. Mais là aussi, ne vous en déplaise, seule l'ONU est compétente pour le faire. Et donc nous soutenons les Nations Unies dans cette démarche et nous soutiendrons toujours l'ordre républicain et pas l'ordre colonial. Alors, Monsieur Kasbarian, je vous en prie. Oui, alors je vais profiter de l'instant pour répondre à nos collègues de la France Insoumise. Oui, on est très fiers d'avoir Nicolas Metzdorf dans notre groupe et d'avoir les mêmes positions que lui sur le sujet de la Nouvelle-Calédonie et d'y avoir été à ses côtés. Il se trouve, Madame Catala et Madame Obono, que dans la démocratie, on respecte le vote. En Nouvelle-Calédonie, les Calédoniens ont voté à 3 reprises pour rester dans la République française. Les Calédoniens, et en plus, ils l'ont fait sur une base électorale restreinte, pas en autorisant tout le monde à voter. C'est-à-dire seuls ceux qui avaient le droit de vote se sont exprimés pour dire en fait oui, on veut rester dans la République française et être français. C'est un territoire français. Les Calédoniens ont le même passeport que vous et moi, et il se trouve, je le redis, qu'une partie de ces personnes qui sont à la fois françaises et résidentes, c'est-à-dire qu'elles cochent les 2 conditions, on devrait être en fait unanime sur le sujet, elles sont à la fois françaises, donc ils cochent les conditions de nationalité, et elles sont résidentes depuis des décennies, donc elles cochent votre case sur l'éligibilité à pouvoir voter. Et bien malgré tout ça, vous ne voulez pas les laisser voter. Et à l'inverse, ici en France, des gens qui ne sont pas français mais qui y résident, vous souhaitez leur octroyer le droit de vote aux élections locales. Il y a quand même une contradiction majeure. Et je m'interroge, pourquoi en fait ? Est-ce que c'est des questions électorales ? Est-ce que parce que vous considérez qu'ils n'ont pas le droit ? Mais pourquoi ils n'auraient pas les mêmes droits en fait ? Qu'est-ce qui fait que vous faites une différence ? Alors sur l'amendement, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, nous on va le soutenir cet amendement parce que la question de la réciprocité, c'est quand même essentiel. On s'apprête avec votre proposition, si elle est adoptée à notre plus grand regret, à donner un droit de vote aux élections locales à des étrangers en France. Bien. Et là, si vous refusez cet amendement, ça veut dire que vous vous moquez de savoir si c'est réciproque dans les pays concernés. Et qu'on peut tolérer que des personnes étrangères votent dans nos élections locales, mais que leur propre pays refuse à nos ressortissants français de pouvoir voter dans les pays qui sont concernés. Ça fait tomber votre argument, Madame la rapporteure, de l'Union européenne, parce que les citoyens de l'Union européenne qui votent aux élections locales, ça se fait sur la base d'une réciprocité. Les Français qui sont en Belgique peuvent voter aux élections locales parce que les Belges peuvent voter aux élections locales françaises. Et s'il n'y a pas de réciprocité, votre droit, il est affaibli complètement. Et donc je ne comprends pas votre refus, Madame la rapporteure, de refuser une mesure de bon sens qui est celle de la réciprocité. Beaucoup. Monsieur Amir Chahi, je vous en prie. Merci Monsieur le Président. Bon, puisqu'on discute de principes constitutionnels, rappelons quand même que notre République, autant que la démocratie, se fonde sur le droit de vote, ça a été dit, sur la base d'un principe universel, toujours en élargissement, et ça n'a pas toujours été le cas. Au point de départ, une des revendications premières et constitutive même de la Révolution française, c'est de pouvoir être citoyen à part entière et de pouvoir avoir ce droit de vote. Et je rappelle qu'il n'a pas été accordé à tout le monde. Il a fallu attendre très longtemps pour se défaire du système censitaire et que ceux qui n'étaient pas nobles, puis ensuite ceux qui étaient de conditions ouvrières, mais que de conditions modestes, mais que les hommes, et puis enfin les femmes puissent avoir le droit de vote.
Et vous savez, cette histoire vous rattrapera, mesdames et messieurs les députés qui êtes contre aujourd'hui. Parce qu'on se gargarise souvent, nous les Français, d'avoir été ou d'être un phare en avance sur d'autres pays par rapport aux conquêtes. C'est oublier rapidement que sur bien des droits sur lesquels tout le monde est d'accord aujourd'hui, nous n'avons pas été les premiers, loin de là. Loin de là, nous n'avons pas été les premiers à abolir la peine de mort. Nous n'avons pas été les premiers à dépénaliser l'homosexualité. Et nous n'avons pas été les premiers non plus à accorder le droit de vote des femmes. Je rappelle qu'il a été accordé en Turquie en 1915. Donc, s'il vous plaît, ramenez et ramenons à un peu plus de modestie nos arguments. Mais la modestie ne nous empêche pas d'être ambitieux. Et en l'espèce, je crois que les arguments qui ont été donnés par d'autres rapporteurs sont d'importance. Et sur un point en particulier, il n'y a pas de crainte à avoir à la délibération populaire et à l'association du peuple français à cette réflexion-là. Je renvoie au débat d'avant qui avait été conduit brillamment par notre collègue Marie Pochon, puisque de toute façon, si cette disposition était adoptée, il y aurait derrière, et il ne faut pas le craindre, un débat démocratique dans le pays. Et il est normal que ce débat démocratique ait lieu. Il aura lieu de plusieurs façons. Ce sera au président de la République d'en fixer les modalités, mais au moins il aura lieu. Permettons qu'il ait lieu. Merci beaucoup. Monsieur Pénat. Oui, la première réflexion que j'ai, c'est que j'ai l'âge, malheureusement pour moi, de me souvenir des propos de Noël Mamère à l'Assemblée nationale, de l'atmosphère qui y régnait. Il y avait un débat, un vrai débat démocratique. Là, il n'existe plus. Il y a une régression absolue, sur cette question gangrénée par le Rassemblement national et auquel LR et Horizon notamment participent. Je mets aux voix la proposition de loi dans son intégralité. Qui est pour ? Qui est contre? Elle est donc adoptée. Je vous remercie. Voilà, adopter la proposition de loi des écologistes sous les applaudissements et avec la satisfaction de la rapporteure Léa Balage-El Mariki qui a repris une vieille proposition de loi datant d'il y a plus de 26 ans et défendue à l'époque par Noël Mamère, député vert, pour accorder le droit de vote aux étrangers lors des élections locales. Mais interdiction pour les étrangers d'être maires, adjoints ou encore de participer à l'élection des sénateurs. Cette proposition de loi constitutionnelle sera examinée dans le cadre de l'ordre du jour réservé aux écologistes. Ce sera le 12 février prochain et bien évidemment, LCP sera comme toujours aux premières loges. Bonne suite de programme sur notre antenne.